On parle donc constamment depuis quelques jours de drames familiaux au Québec. On vient de parler avec l'ancienne avocate Adèle Sorella. On se demande pourquoi et surtout comment éviter le pire. Une femme a réussi à l'éviter en changeant sa vie. Elle était dépendante affective et elle est parvenue à se réaliser, à se défaire de ça. Pascal Piquet est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vraiment failli tuer vos conjoints. Expliquez-moi oui, ça paraît surprenant dit comme ça, mais oui. c'est parce que ce sont des cas de folie passagère. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de situations qu'on encaisse, et à un moment donné, sur un facteur déclenchant, ça peut être un mot ou une action, on va, comme on dit, disjoncter. Donc effectivement, avec le père de ma fille, j'étais dans une situation abracadabrante et à un moment donné, à cause de la souffrance qui se rajoutait, eh bien, je l'ai attrapé par le col, puis j'ai fait traverser la cuisine et je l'ai plaqué sur la gazinière. Il y avait un couteau à côté de lui et je me suis vue prendre le couteau et le transpercer de plusieurs coups de couteau. Mais ce dont je me souviens très très bien, c'est qu'à chaque coup de couteau, j'avais un étau qui se desserrait presque, j'en éprouvais du plaisir parce que en le tuant lui, je me débarrassais de son ex-maîtresse et de sa nouvelle maîtresse qui me harcelait, les trois finalement. Donc, toutes les tensions que vous aviez subies au cours des derniers mois, des dernières années, c'est ça? Oui, ça a duré plusieurs années. OK. Il faut lire mon livre pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça se serait libéré. Vous êtes vu en train de faire ça, là? Je me suis vu le faire et ça me faisait du bien de le faire. Donc je me demande si c'est pas mon subconscient qui m'a envoyé cette scène-là pour me libérer. Mais ce que je veux que les personnes comprennent, c'est que c'est vraiment disjoncté. C'est qu'à un moment donné, vous perdez le contrôle. Vous vous êtes fait peur à vous-même. Vous avez appelé les policiers? J'ai terriblement peur. Pas cette fois-ci, la deuxième. OK. Après, c'est arrivé 2 fois. Avez-vous un conjoint, là? Non. Non, alors, avis au prochain conjoint, attention. Non, mais blague à part. Donc, la deuxième fois, qu'est-ce qui est arrivé? La deuxième fois, j'avais commencé à régler la colère et la tristesse parce que c'est souvent ce qui ligote les gens, ce qui les fait souffrir. Et au travers du shiatsu, j'avais commencé à régler la colère. Et quand il y a eu le dernier impact, je dirais, avec le dernier conjoint, au lieu de me battre avec lui, parce qu'on faisait des matchs de boxe, malheureusement, on se battait, au lieu de me battre avec lui, eh bien, au premier coup qu'il m'a porté, au lieu de me mettre en colère et de disjoncter, j'ai appelé la police. J'ai fait le 911, et puis c'est ce que je recommande de faire parce qu'ils sont vraiment formés à ça. Ils sont arrivés tout de suite, et quand je les ai appelés, ils m'ont demandé « Madame, êtes-vous en danger ?» J'ai répondu « Non, pas moi, lui ». Parce que vous étiez prête à le tuer. Je pense que oui. Je pense que la personne va payer pour toutes les souffrances que vous avez endurées. Donc lui aurait payé pour le premier mari, aurait payé pour ma mère qui m'avait fait souffrir, pour toutes les personnes qui m'avaient fait souffrir. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment donné, cette personne-là va payer pour toutes les autres. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce que vous nous décrivez, ce n'est pas un fantasme. Ah non, non. Vous avez vraiment eu l'impression de perdre la carte. Ah, je l'ai perdu. Le premier coup, je l'ai perdu. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je me suis vu le faire, je ne l'ai pas fait? Peut-être qu'un psychiatre serait plus formé à m'expliquer. Je pense que c'est peut-être un épisode psychotique où je me suis vu le faire. Ça m'a soulagée. Mais c'est comme si j'étais en transe. Et là, mon mari a dit, vas-y, fais-le. Ça m'a secouée. Et j'ai eu effectivement terriblement peur. Je me suis enfuie au fond du jardin et j'étais terrifiée. Je me suis dit que j'étais une meurtrière en puissance. C'est ça qui est effroyable. C'est que moi qui ai été élevée dans la religion protestante et qui ai été élevée dans le respect, d'un seul coup, je disjoncte et je manque d'en tuer un. Et ça recommence avec le deuxième conjoint. Et le même processus mental, c'est-à-dire que vous vous sentez glisser, il y a augmentation de stress et à un moment explose. donné, oui, mais on se battait. Mais vraiment... oui, à coup de poing, oui. Ben, j'ai pratiqué les arts martiaux. Aïe, aïe. Ça joue pas à ma faveur non plus, je sais, pour trouver un fiancé. Si vous essayez de trouver un nouveau conjoint ce soir, ça va être difficile pour vous. Je le sais, j'assume. Mais blague à part, dites-moi, vous dites, ça m'a fait peur. La deuxième fois, quand vous appelez les policiers, puis les policiers vous répondent, vous leur dites, je voulais le tuer. Vous vouliez quoi exactement? Vous vouliez vous débarrasser de plus jamais le voir, vraiment voir son corps ensemble? Ça veut dire quoi, vous C'est parce que c'est le besoin de reconnaissance qui vous pousse là, c'est qu'il ne me reconnaissait pas pour la personne généreuse que j'étais. Donc lui, il continue à prendre tout ce que je lui donnais, sans jamais me dire merci, sans jamais me reconnaître. Et donc à un moment donné, je voulais qu'il parte et je le retrouve dans ma maison. Je le retrouve, il vivait ailleurs, je le retrouve dans mon salon. Et quand je lui dis tu n'as plus rien à faire ici, va-t'en, il me dit j'ai quelque chose à dire. Je lui ai répondu j'en ai assez entendu, va-t'en. Mais lui, se servant de sa grande taille et de sa force, il m'a dit tu écouteras ce que j'ai à te dire, je partirai quand je voudrais. Et là j'ai perdu la carte. Alors donc ça vous a suffisamment ébranlé pour faire une thérapie, quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris c'est terrifiant parce que vous vous dites je suis une bonne personne et soudain je me transforme en monstre. Moi je me voyais comme Hulk, là vous savez, le bonhomme vert avec les cheveux jaunes. Là, mais pour moi j'étais devenue ça, c'est-à-dire que soudainement je pouvais exploser, puis
manqué de tuer quelqu'un. Et c'est probablement ce qui se passe du côté des meurtriers. Exactement. Parce qu'on nous dit, là, dans tout le cas tous les cas qu'on a de drames familiaux, on nous dit, on comprend pas, c'était des personnes tranquilles, etc., tout d'un coup qui explosent. C'est ça, plus vous êtes capable d'endurer la souffrance, plus vous allez exploser de façon extraordinaire. Parce que, effectivement, c'est la somme de tout ce qui vous est arrivé dans toute votre vie. Alors, vous avez fait quoi comme thérapie? Moi, je suis allée vers le shiatsu parce que j'avais besoin de régler la colère et la tristesse, et c'est la manupuncture. Et puis, à la suite de ça, quand j'ai réglé la colère et la tristesse, j'ai voulu contribuer à la société en expliquant ce qui m'est arrivé et en étant capable, au travers d'études que j'ai faites, PNL, programmation neurolinguistique, plus le shiatsu, le décodage biologique et l'hypnose, j'ai voulu être capable de guider les gens qui voulaient sortir de cette jungle. Mais j'ai réglé avant. Avant ça, j'ai réglé la colère et la tristesse. Et quand je me suis sentie mieux avec moi-même et que j'ai pu développer ma confiance et mon estime, j'ai entamé un processus d'études qui m'a permis d'être officiellement coach pour vraiment guider les autres. Et c'est ma mission aujourd'hui que de dire aux gens, ne tombez pas dans le fond du baril, réveillez-vous avant ça parce qu'on peut en sortir. On n'est pas obligé de vivre ça toute sa vie. Est-ce que vous rencontrez des gens qui ont déjà pété les plombs eux aussi ou qui sont sur le point de les péter? Oui, tout à fait. J'ai 30% de ma clientèle qui est suicidaire. Quand ils m'appellent, ils sont en pleurs. Ils veulent pas mourir. Ils veulent arrêter de souffrir. Donc je leur dis, attends, il y a des solutions qui vont être très rapides. J'ai des clients aussi j'en ai eu un juste avant de venir, qui lui était à deux doigts d'aller tuer sa conjointe ou le nouveau copain de sa conjointe et il était en larmes au téléphone et j'ai dû gérer la crise avec lui pour qu'il se reprenne, pour qu'il revienne à la réalité. Il a eu le bon réflexe de m'appeler. Parce qu'il se sentait comme vous partir? Ah oui, il se sentait partir. Et je l'ai appelé, enfin c'est lui qui m'a appelé, je l'ai rappelé après, juste avant de venir à l'émission, pour voir comment il se sentait. Mais il a perdu la carte, c'est-à-dire qu'on revient dans nos chaussures d'enfant. L'enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc du coup, on est excessif. C'est le drame de la dépendance affective, c'est que ça peut tuer, on va se tuer soi, on va tuer l'autre, on va tuer les enfants, on va tuer quelqu'un parce que c'est excessif. Ça confirme ce qu'un gars nous disait hier, un meurtrier, M. Bourdage, que j'avais en entrevue hier, qui disait, écoutez, moi j'ai perdu la carte, vraiment, pendant quelques minutes, je me souviens même pas de ce que j'ai fait quand j'ai tué ma compagne. Maintenant, vous dites dépendance affective. Ça veut dire quoi, là? Vous étiez dépendante affective. C'est un mot c'est un concept bien large. On sait plutôt ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'étais dépendante affective. La dépendance affective, c'est un grand vide que vous avez à l'intérieur qui a été généré dans l'enfance. Donc, du coup, à cause de ce grand vide, vous n'avez pas développé votre confiance et votre estime. Alors, vous allez chercher chez les autres ce que vous pourriez vous donner vous-même, c'est-à-dire de la reconnaissance. Alors, vous allez donner à d'autres personnes qui vont tout prendre. Et au bout d'un moment, vous êtes dans le besoin de reconnaissance et comme personne ne vous reconnaît, quand des enfants ne sont pas reconnus par les parents ou les parents ne sont pas reconnus par les enfants, ou même, qu'est-ce qui se produit? Moi, j'ai un client qui m'a dit, j'ai envie d'aller au travail, là, puis d'arriver avec un fusil et puis de tous les tuer. Pourquoi? Parce qu'au travail, il n'est pas reconnu. C'est un besoin excessif de reconnaissance, vous voyez? Donc du coup, on se retrouve avec des gens qui sont dans des situations où ils ont finalement envie de tuer celui qui ne veut pas les reconnaître. Mais si vous êtes capable de vous reconnaître vous-même, vous n'avez pas besoin que l'autre personne le fasse pour vous. Vous dites, t'es bien, t'es une bonne personne, c'est bien ce que t'as fait, t'es formidable, tu vas aller loin dans la vie. Ça, c'est ce que nos parents auraient dû faire. Mais quand ils ne l'ont pas fait, on part en déséquilibre. Et donc, on arrive dans la vie d'adulte avec un grand manque. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome de Tarzan » et vous parlez des dépendants affectifs, mais des trous noirs, ceux qui profitent des dépendants affectifs. C'est ça, j'ai donné deux noms. Je présume que vos conjoints, eux, étaient des trous noirs. C'est-à-dire qu'ils vous en demandaient beaucoup, puis vous donniez beaucoup, c'est ça? Et absolument, mais vous savez, le plus fort, c'est que dans ma première partie de vie affective, j'étais un trou noir affectif. Vous avez été un trou noir? Oui, parce que je prenais. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais pas tombée sur aussi névrosée que moi. Névrosée, ça veut dire en déséquilibre affectif. Donc les autres, je les dominais, donc j'étais trou noir. Les hommes me donnaient, je prenais, et puis tout allait bien. Mais un jour, je suis tombée sur le père de ma fille, qui lui était plus névrosé que moi, on va dire. Parce que quand deux trous noirs affectifs se rencontrent, il y en a un qui devient desperado. Le desperado, c'est celui qui donne désespérément. J'ai donné deux images pour que les gens comprennent plus facilement. Donc le desperado, c'est celui qui donne désespérément pour obtenir quelque chose qu'il n'aura jamais. Et le trou noir affectif, c'est comme les trous noirs dans l'espace, celui qui gobe tout et qui ne rend rien. Parce que dans tous les couples, il y a une espèce de forme de lutte de pouvoir. Et pendant un certain nombre d'années, ça peut être l'homme qui a le gros bout du bâton, puis hop, il survient une épreuve de la vie ou je sais pas quoi, puis ça se transforme. C'est la femme qui prend le gros bout. Ça, c'est la normale des choses, c'est pas des dépendants affectifs. Ça, c'est pas la normale des choses. Non? Ça, c'est dans le déséquilibre. Quand il y en a un qui domine l'autre, c'est dans le déséquilibre. Vous avez une personne qui s'appuie sur une autre personne. S'il y a une personne qui s'en va, l'autre, elle s'écroule. Parce que les personnes effectivement équilibrées, elles sont heureuses par elles-mêmes, elles sont autonomes. Donc quand elles se rencontrent, c'est un bonheur qui va devenir supplémentaire, additionnel et non pas complémentaire. Mais il y a des périodes de la vie, je sais pas, ça mal dans notre travail ou n'importe quoi, on a besoin de l'appui de notre conjoint, non? Oui, bien sûr, mais on parle de l'appui. On ne parle pas d'un besoin désespéré d'avoir l'autre. C'est comme si vous étiez ma bouteille d'oxygène et moi la vôtre. Si je m'en vais, je pars avec votre oxygène.
Donc vous allez me courir après, ou donc vous allez peut-être vouloir me tuer pour pas que l'autre profite de votre bouteille d'oxygène, vous comprenez? Mais vous aviez vraiment besoin de cet homme-là là, au point de... Ah non, mais c'est l'inverse, moi. Je voulais les tuer parce qu'ils voulaient pas s'en aller. Oui, parce que c'est ce qui fait tout mon charme. Mais non, je suis pas compliqué. Je voulais qu'ils s'en aillent et ils résistaient parce que eux étaient bien ni avec moi ni sans moi. C'est tout le drame de la dépendance affective. C'est qu'on n'avait plus rien à faire ensemble. Simplement, eux avaient peur de s'en aller parce qu'ils avaient peur de la solitude. C'est la peur de la solitude qui nous pousse dans ces extrêmes. Parce que là, ce que j'avais compris de votre première explication, le dépendant affectif avait vraiment besoin de l'autre. Si l'autre s'en allait, il paniquait. Là, vous êtes en train de me dire, j'étais dépendante affective, mais je voulais qu'il s'en aille. Ah oui, parce que j'avais dépassé ma dose, là. Vous pensez bien que quand j'ai failli le tuer, le premier, là, je me suis dit qu'il était temps qu'on se sépare. Et le deuxième, j'ai failli le tuer alors qu'on était séparés, qu'il était rentré par une fenêtre. Vous comprenez? C'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont allumer, qui vont comprendre qu'ils sont dans une mauvaise relation et qui vont s'en aller. Ça dépend de votre degré d'affectation. Mais comment on fait pour savoir quand on est en couple si on est un dépendant affectif? Il y a 5 questions à poser qui sont sur mon site internet www.pascalpiquet.com. La première question, c'est de demander à la personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré ses relations avec ses parents. Si ses relations avec ses parents ont été vraiment destructrices, il y a un problème. Les miennes ont été assez fracassantes, donc j'ai licencié ma mère parce qu'elle était toxique. Et à force de me mettre la tête sous l'eau, à un moment donné, je suis arrivée à la conclusion qu'il était nécessaire qu'on mette de la distance, elle et moi. Donc les relations avec les parents sont très importantes. Si la personne vous répond qu'elle a eu des parents formidables et que ça s'est très bien passé, ça c'est un bon point. C'est bon. Oui, parce qu'elle a dû avoir de la reconnaissance, de l'affection et de la protection, donc on peut en déduire qu'elle a une belle confiance, une belle estime d'elle. Si elle vous dit, ça n'a pas été avec mes parents, mais maintenant j'ai réglé ça, il faut que la personne soit en paix. Vous voyez, qu'elle soit en paix avec ses parents, qu'elle les ait virés ou qu'elle les ait gardés ou qu'elle les voit à dose homéopathique, mais qu'elle soit en paix. La deuxième question, ce sont les relations avec les ex. Parce qu'une personne qui va vous dire mes ex étaient toutes des hystériques ou mes ex étaient tous des alcooliques ou quelque chose comme ça, en tout cas elle se positionne en victime et il y a quelque chose de récurrent. Parce que vous savez, faites l'autopsie de toutes vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes et vous aurez la solution, elles sont mortes de dépendance affective. Vous êtes en train de me dire qu'on reproduit le modèle qu'on a eu dans notre famille. On va de pire en pire aussi. OK. Donc c'est le deuxième point. Troisième point. Troisième point, c'est votre conception du couple. Quelle est ta conception du couple? Donc s'il y en a un qui dit, moi c'est chacun chez soi, on ne va pas aller loin, parce que si vous voulez fonder un foyer, ça ne marchera pas. Donc il faut avoir vraiment la même conception du couple. La quatrième question, c'est où se voit la personne dans 5 ans? Parce que si elle vous dit, je me suis fait muter au Congo et que vous voulez rester au Québec, il va y avoir un problème. Ou si elle vous dit, je me vois dans les mers du Sud sur un beau voilier blanc tout seul, vous ne faites pas partie du décor non plus. Donc ça veut dire que dans sa tête, vous n'êtes pas là. Ça va être un bricolage. Ça, c'en est un trou noir. C'est le gars qui complet, dit à la bravo. femme, Vous apprenez écoute, vite. moi je vais aller travailler en Afrique du Sud. Tu as une belle carrière à Montréal, amuse-toi. Ouais, exactement. Et puis la dernière question, ce sont les regrets. Parce que quand une personne a des regrets, ça démontre qu'elle vit dans le passé. Hormis dans le cas où la personne a tué quelqu'un, on s'entend, mais quelqu'un qui a des regrets, c'est une personne qui vit dans le passé. Et ce que je préconise, c'est que quand on vient de rencontrer quelqu'un, c'est qu'on établisse une relation de complicité, de confiance, avant d'avoir des relations sexuelles. Parce que c'est souvent en attendant un petit peu d'avoir des relations sexuelles que vous allez voir si la personne vous a menti sur ses comportements, chasse le naturel et revient au galop. Donc moi, là, je préconise que vous appreniez à connaître l'autre personne, qu'on se courtise avant de passer à l'acte sexuel. Pourquoi? Quand on fait l'amour, ça marche plus après? C'est-à-dire que pour faire l'amour, il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi, il faut aimer l'autre. Donc vous n'allez pas me dire que dans la première semaine, on aime déjà l'autre. Ça prend un temps pour se respecter, respecter l'autre et puis pour établir une relation de confiance qui va nous emmener vers l'amour. Parce que dans le livre, ce que je conseille, c'est de regarder la vie affective comme un tableau de bord. Souvent, vous allez voir qu'il y a des voyants lumineux rouges qui clignotent, mais vous allez décoller quand même. Alors moi, j'ai un voyant rouge sous les yeux, vous le voyez, ça veut dire que c'est fini. Ça s'appelle le syndrome de Tarzan de Pascal Piquet, extrêmement intéressant sur la dépendance affective et on est plusieurs, parce que moi, j'ai eu pas mal là-dedans. Mais on en sort. J'en suis sortie, on en sort. Ah oui, puis vous cherchez un chum. Oui. Mais faites attention, elle veut y tuer des fois. Non, c'est fini, c'est fini. Restez là, on retourne de publicité d'un bar de danseuses et contestées. Non, c'est pas de ça du tout dont on parle. Oui, on parle de ça. Et nous avons dit...